toutes et à tous, c'est l'heure de votre débrief. Comme chaque jeudi, nous posons un autre regard sur l'actualité de la semaine et tentons de mieux comprendre ce qu'il se joue ici en Israël, au Moyen-Orient et dans le monde. Et voici les sujets que nous allons débriefer ensemble ce soir. 608 jours après leur enlèvement et leur assassinat par les terroristes palestiniens Djoudi et Haggai Gadi ont été rapatriés depuis Gaza par les forces israéliennes. Le couple aura enfin droit à une sépulture décente en Israël. La famille peut enfin commencer son deuil. 56 otages sont encore aux mains du Hamas dans l'enfer gazaoui. Il n'est pas toujours facile d'être gay, même en Occident, mais lorsque l'on est gay et pro-israélien, les choses se compliquent encore davantage. Notre Zoom-in sera consacré aux LGBT pro-palestiniens, ou plutôt pro-israéliens. Nous entendrons le témoignage de Lucas Albossia, un jeune activiste géorgien pris à partie parce que gay et pro-israélien. Il y a une idée simple, je pense, qui est un truc cosmique il y a eu tellement de morts qu'il y avait besoin de vie. Ouais. Parce qu'on a besoin d'un peu de douceur dans ce monde de brut, nous avons décidé dans le grand angle du débrief de vous parler de la hausse des naissances en Israël. On ne peut pas encore parler d'un baby-boom, mais il y a une certitude, les Israéliens misent sur la vie, même en pleine guerre. Les forces israéliennes ont mené une opération exceptionnelle dans la bande de Gaza. Grâce à des informations précises, l'armée, le Shin Bet et l'antiterrorisme ont réussi à ramener de Khan Younes en Israël le corps des 2 otages israéliens. On se rend tout de suite sur la place des otages pour retrouver Loïc Stecher-Chokroun. Bonsoir Loïc, le couple était parti marcher comme chaque matin le 7 octobre 2023. Ils ont été tués et emmenés dans la bande de Gaza. Oui, le couple habitait Niroz, c'est là où ils se sont connus. À la base, Djoudi Weinstein était venu faire du bénévolat. Il y a rencontré son futur mari Gadi Haggai. Il jouait de la flûte ce jour-là. Le charme a opéré, une histoire d'amour est née. 4 enfants sont suivis de cette histoire d'amour. 7 petits enfants. Elle était poète, entrepreneur à ses heures perdues et surtout professeur professeur d'anglais pour les enfants en situation de handicap. Lui était musicien. Le matin du 7 octobre, ils avaient pris l'habitude d'aller se promener. Ce fut le cas également ce Shabbat. C'était un Shabbat noir. Leur destin, leur route a croisé celle des terroristes du Hamas. Ils ont été tués donc le 7 octobre. Leurs corps ont été emmenés du côté de la bande de Gaza. Et je tiens également à préciser que oui, nous sommes sur la place des otages à Tel Aviv ce soir, où un événement est organisé par la famille de Yonatan Samerano. Il est toujours retenu en otage à Gaza, du moins son corps est toujours retenu en otage, à l'instar du couple Weinstein-Haggai. Lui, il a été tué également le 7 octobre 2023 au kibbutz Be'eri, après avoir été victime de l'attaque des terroristes du Hamas au Festival Nova. Merci beaucoup Loïc Stecher depuis la place des otages à Tel Aviv. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de l'opération elle-même, mais elle a été rendue possible grâce aux renseignements récoltés sur le terrain et à l'interrogatoire des terroristes arrêtés par Israël dans la bande de Gaza. Les détails avec Shani Guidalia. L'opération pour rapatrier les dépouilles du couple Haggai a demandé des mois de préparation. Elle était complexe et a nécessité le travail de plusieurs unités d'élite des forces israéliennes. Elle a surtout été rendue possible grâce à des renseignements précis. Le lieu où les corps étaient cachés a pu être trouvé après croisement des informations et notamment grâce à un terroriste des brigades des Moudjahidines arrêté et interrogé par Tsahal. Il connaît parfaitement la zone. Pour réussir leur mission, les renseignements israéliens ont analysé de nombreuses données en s'appuyant sur des capteurs, des technologies avancées de collecte et d'analyse pour tenter d'obtenir tout signe d'otage, vivant ou mort. Un travail intensif mené par des dizaines d'agents du service, coordinateurs, enquêteurs, analystes et membres de l'unité spéciale dédiée à la recherche d'otages a permis en coopération avec Tsahal de mener à bien l'opération. Les forces de la division 98 ont opéré dans la zone les jours précédant l'opération. Les soldats ont ensuite encerclé les lieux et ont pu atteindre le site où les corps se trouvaient.
Une mission à haut risque, conduite avec une attention particulière pour ne pas nuire aux otages vivants encore détenus. Les autorités israéliennes soulignent que les interrogatoires des terroristes arrêtés lors des opérations à Gaza fournissent des renseignements précieux. Ils permettent à la fois des manœuvres militaires efficaces et la réalisation d'opérations de sauvetage ou de rapatriement des corps. Cette mission est une priorité absolue, se battre pour retrouver chaque otage, vivant ou mort. Le Shin Bet a créé une division spéciale après le 7 octobre, dédiée exclusivement à la collecte de renseignements en vue de retrouver les otages et de déclencher des opérations spéciales. Depuis le début de la guerre, le Shin Bet et Tsahal ont mené des opérations qui ont permis de rapatrier plus de 40 corps d'otages en Israël et de sauver 7 otages en vie. Nous sommes en ligne avec Vanessa Seyman. Bonsoir Vanessa Seyman, vous êtes spécialiste en négociation et vous suivez évidemment de près les discussions entre Israël et le Hamas. On sait que ces négociations stagnent en ce moment. On va revenir sur les raisons un peu plus tard. Tout d'abord, je voudrais qu'on se raccroche à l'actualité. Ce matin, les dépouilles de 2 otages ont été rapatriées par les forces israéliennes. Est-ce que cela aura une influence sur les pourparlers actuels ? Le fait même que nous ayons réussi à sortir 2 corps rend nos otages vivants plus chers. C'est ça que ça veut dire directement. Et je dois dire de manière douloureuse que l'État d'Israël ne met pas la question des otages en première priorité dans son comportement. Certains diront que c'est avec raison et d'autres non. C'est une question de valeur et de conception du monde. Mais entre-temps, nous perdons beaucoup de points dans notre comportement. Nous investissons énormément sur le plan militaire sans comprendre que la guerre est un moyen. Mais il nous faut savoir un moyen vers quoi et pourquoi. Parce qu'en fin de compte, il va bien falloir qu'on mette sur table ce que tout le monde appelle dans la presse le jour du lendemain. Et nous n'en sommes pas là. On est encore dans la souffrance, dans la vengeance pour faire mal à l'autre partie. Moi, je dirais avec raison, mais il y a une date de péremption. Le monde ne nous permet pas de poursuivre sans fin. Alors, Vanessa Seyman, pourquoi, selon vous, les négociations entre Israël et le Hamas sur les otages et un cessez-le-feu sont-elles dans une impasse ? Est-ce que c'est la faute d'Israël comme le prétend le Hamas ou est-ce que c'est la faute du Hamas comme le prétend Israël ? De manière naturelle, c'est ça et encore d'autres aspects. Je veux m'expliquer. D'abord, la chose la plus simple, le fait qu'il y ait tellement de personnes qui sont impliquées dans le processus, tellement de parties au processus, cela rend la communication plus compliquée parce que c'est un petit peu se parler avec les Américains qui parlent avec le Qatar, qui parlent avec l'Égypte, qui parlent avec le Hamas politique et maintenant le Hamas au niveau militaire il n'y a plus de gens forts puisque nous les avons tous liquidés, éliminés. Alors qu'est-ce qui se passe dans le Hamas au niveau militaire actuellement? Il y a un effondrement et c'est une bonne chose certes au niveau de la prise de décision de cette organisation. Il y a aussi des otages qui sont dans d'autres mains que le Hamas. Il y a d'autres dynamiques entre le Hamas et le Hamas et les tribus. Bref, tout n'est pas en un bloc. Parlons d'abord du défi technique en question, premièrement. Deuxièmement, le défi qui est dû au comportement interne à l'État d'Israël. Le fait même que les dissensions internes que nous avons sont là parce que nous sommes une démocratie et c'est une bonne chose. C'est un poids dans les négociations avec des terroristes et qui sont aussi une dictature. Donc les processus démocratiques n'ont pas lieu là-bas. Donc c'est des négociations et ces fossés entre les diverses parties rendent encore plus difficile notre façon d'agir. Troisièmement, on ne peut pas ignorer que le côté israélien ne sait pas ce qu'il veut. Ou bien il le sait et ne le dit pas. Ou bien il parle à plusieurs voix. Et ceci, le Hamas l'exploite. Le fait que les groupes de négociation siègent au Qatar pour prendre des décisions sur la vie des otages et en parallèle, on a des ministres qui disent il n'y aura pas la fin de la guerre alors que les négociateurs sont en train de parler de la fin de la guerre. Ce n'est qu'un levier pour le Hamas pour continuer à faire la guerre. Je voudrais dire aux téléspectateurs ce qui se passe maintenant, c'est l'intérêt du Hamas. Ça, en tout cas, c'est ma manière de comprendre les choses avec toutes mes années d'expérience face à nos ennemis.
ils se moquent de la vie, ils se moquent de la poursuite pour le bien du public ou de leur peuple. Tout ce qui leur est important, c'est trois choses. Premièrement, leur statut déclaratoire, à savoir la force et la position qu'ils ont reçues dans le monde, c'est important de le dire. Les armées arabes de pays arabes n'ont pas réussi à faire ce qu'ils ont obtenu. Dans le monde arabe, ils sont dans le monde chiite, ils sont des héros. Deuxièmement, regardez ce que le longtemps fait à l'État d'Israël, à sa position, sa légitimité, la déchirure interne. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils font les choses en plusieurs étapes? Plus le temps dure, plus ils y gagnent et cela présente leur intérêt. Et je voudrais que l'État d'Israël œuvre de manière plus intelligente. Je l'ai dit dans la presse il y a peu. J'aimerais bien qu'il y ait en fait un magnifique événement qui soit complexe pour exprimer notre position, parce que notre guerre est juste. Et pourtant, après bientôt 2 ans de guerre, après ce qu'ils nous ont fait, eh bien, on se retrouve comme une entité rejetée qui remet en cause l'équilibre mondial. On a fait une recherche dans un des pays européens. Quel est le pays celui qui met en danger le monde? Eh bien, tout le monde dit que c'est Israël. C'est une dissonance complètement folle dans l'incompréhension de cet événement. Alors, pour répondre à votre question, c'est tant le Hamas qui durcit ses positions quand ça lui convient, c'est le fait que nous ne sommes pas coordonnés à l'intérieur, c'est le fait que nous avons d'abord les événements extérieurs et puis préserver la base politique de Netanyahou et de ses électeurs. Et chacun a ses intérêts. C'est donc très compliqué et les systèmes géopolitiques complexes, ce n'est pas c'est de sa faute à lui ou c'est de ma faute à moi. C'est oui et ça et ça et ça. Et donc le temps que cela prend, alors que les gens sont en train de mourir dans les tunnels, c'est la chose la plus terrible. Alors vous avez dit tout à l'heure que ces négociations se font à plusieurs niveaux et notamment au sein même de la coalition. Alors on le voit pour l'instant, la coalition est fragilisée avec une menace de nouvelles élections pour un tout autre sujet. Est-ce que le risque que la coalition implose peut là encore avoir une influence sur les futures décisions du gouvernement Netanyahou? Je pense que c'est un spin des médias, c'est quelque chose de coordonné entre Bibi et Deri pour servir leurs électorats respectifs. Aucun d'entre eux n'a l'intention de démanteler le gouvernement. Aucun d'entre eux ne veut d'élection. Et après le 7 octobre, ils comprennent parfaitement. Et donc cette question de l'enrôlement pour tous, qui est important aussi pour beaucoup de gens de droite, bien plus à droite que le Likoud, et donc ils sont là, ils sont en train de jouer avec la presse parce que chacun des membres de la coalition ne peut que y perdre parce que depuis le 7 octobre, les électeurs se sont dispersés autrement. Et donc moi je prétends et dis que c'est simplement se moquer du monde. En fin de compte, leur objectif c'est encore une fois de faire passer le temps d'ici la fin de la session du printemps de la Knesset. Et puis après on fera passer le temps, le Hamas fera quelque chose, ils feront autre chose et le public ira s'occuper d'autre chose et ils n'auront pas des élections. Et je me permettrai même de prophétiser, peut-être que j'ai tort, et peut-être que les orthodoxes de Agudat HaTorah se lanceront pour démanteler le gouvernement, mais s'ils avancent en ce sens, alors peut-être que tout à coup on reparlera des otages. Encore une phrase. Gilad Shalit est revenu après 5 ans de détention en 2011, avec un accord qui était moins bon du point de vue des échanges, moins bonne pour Israël. Nous avons libéré davantage de prisonniers que ce que ça aurait été le cas sur l'accord auparavant. La différence, c'est qu'en 2011, il y a eu une protestation sociale, il y avait 1 million de personnes dans la rue à cause du coût de la vie. Alors une dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter qui vous semble important de souligner ? Je voudrais dire, et je le dis à tous les téléspectateurs, tous ceux qui m'entendent et m'écoutent, la vraie guerre n'est pas entre nous.
Nous pouvons ne pas être d'accord, nous pouvons voir les choses. Moi, je suis une personne croyante. Au fil de l'histoire du peuple juif, nous avons été éparpillés dans le monde. Les temples, le premier et le second, se sont effondrés, pas à cause de l'ennemi extérieur. Et même si nous ne sommes pas d'accord, même si nous ne voyons pas les choses de la même manière, il n'y a pas les bibistes ou les kaplanistes. Ça, c'est la plus grande catastrophe et ça, c'est la vraie victoire de l'adversaire. Quand il voit les combats internes entre nous, si je me permets, avec la violence entre nous, par le langage ou concrètement, c'est ça leur vraie victoire. Alors quand moi, je rencontre une personne qui n'est pas d'accord avec moi et qui vient avec sa passion et sa douleur, c'est parce que ça lui importe. Et c'est ça que je voudrais demander à tous, de ceux qui vivent dans les implantations et jusque que moi j'appellerais colonies et ceux qui sont jusqu'au bar de Tel Aviv, nous sommes tous dans le même bateau. Et si nous n'apprenons pas à respecter et à communiquer sur les points de dissension, eh bien on va disparaître. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Et merci de me permettre de dire ces choses. Merci beaucoup Vanessa Seyman d'avoir répondu aux questions sur i24 News. Le sort des otages inquiète bien au-delà des frontières israéliennes. Certaines personnalités ont fait de leur libération un véritable combat. C'est le cas de Caroline Pressler, avocate et femme politique allemande. Elle se rend seule dans les manifestations pro-palestiniennes à Berlin pour sensibiliser au sort des otages israéliens. Elle tient parfois des photos des personnes détenues à Gaza, parfois des affiches avec des phrases comme « Le viol n'est pas de la résistance ». Vous avez sans doute vu tourner ces images sur les réseaux sociaux. Elle est entourée d'une foule hostile mais protégée par la police allemande. Caroline Pressler est notre regard croisé ce soir. Caroline Pressler, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Vous êtes en ce moment en Israël, sur la place des otages justement. Comment est née l'initiative de vous rendre dans les manifestations pro-palestiniennes ? J'ai eu l'idée d'être seule dans les manifestations pro-palestiniennes qui sont essentiellement des manifestations très anti-israéliennes et antisémites parce que je suis d'avis qu'un discours doit toujours résister à un contre-discours. La démocratie ennoblit le débat et je le mène là où c'est nécessaire, dans la rue. Certains de vos détracteurs disent que ce que vous faites, c'est en fait de la provocation. Vous leur répondez quoi ? Je choisis des déclarations supplémentaires comme « Le viol n'est pas résistance » ou « Croire les femmes », sur lesquelles j'espère que nous pouvons tous être d'accord. Je n'ai pas l'impression que mes déclarations puissent être provocatrices, mais plutôt que si l'appel à ne pas utiliser le viol comme arme de guerre est une provocation, alors le problème vient de celui qui perçoit comme une provocation. Donc si vous défendez les droits de l'homme, vous ne devriez avoir aucun problème avec ces panneaux. Alors vous menez ce combat en Allemagne, et là vous êtes en Israël. C'était important pour vous de venir en Israël ? Il est très important pour moi de venir en Israël. Je suis ici en ce moment parce que je pense que le lien profond d'amitié entre l'Allemagne et Israël est actuellement très tendu. Israël est en grave crise. Des otages sont toujours détenus. Parmi eux, 8 sont également des citoyens allemands. Je voudrais partager ma solidarité et mon amitié aux familles touchées. Et c'est pour cela que je suis ici. Je suis très chaleureusement accueillie en Israël. Je rencontre toujours des gens qui viennent me voir, qui me reconnaissent, qui me remercient et qui sont très heureux d'avoir des soutiens comme moi partout dans le monde, qui descendent dans la rue et disent que les otages doivent enfin revenir. Alors Caroline, parmi les 56 otages, il y a des Allemands. Est-ce que vous êtes en contact avec leur famille ?
Je suis en contact avec certaines familles des otages allemands, avec certains parents. J'ai des contacts réguliers depuis longtemps. Je viens de rencontrer une famille aujourd'hui. Je suis convaincue que je peux utiliser mon temps ici en Israël pour nouer des amitiés plus profondes, pour établir des contacts plus stables. Et parce que la priorité absolue pour nous tous doit être que les otages reviennent immédiatement. Quand je quitterai Israël et que je serai de retour en Allemagne, je travaillerai encore plus dur pour m'assurer que les otages reviennent. Et je chercherai des alliés parce que les familles d'otages ont besoin de tout le soutien qu'elles peuvent obtenir. Et je ferai campagne pour cela. Caroline Pressler, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter avant de terminer cette interview ? Je veux ajouter que le 7 octobre 2023 était le plus grand meurtre de masse de citoyens israéliens. Le plus grand meurtre de masse de juifs après la Shoah. Et il ne faut pas l'oublier. Il est extrêmement important que tous les otages reviennent immédiatement. Et que ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons clarifier d'autres questions politiques. Merci beaucoup Caroline Pressler d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes femme politique et avocate allemande et que vous vous tenez devant les pro-palestiniens ou même au sein des pro-palestiniens pour soutenir le retour des otages. Merci beaucoup. On va à présent se pencher sur les tensions entre la France et Israël. Paris multiplie les déclarations incendiaires contre Jérusalem. Le gouvernement israélien riposte de plus en plus virulemment. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Léa Landman. Bonsoir Léa. Vous êtes géopolitologue, experte du Moyen-Orient. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce qu'on explique cette détérioration dans les relations entre les deux pays ? Je ne peux pas pointer d'un moment précis ou d'une raison précise. Je pense que c'est, comme beaucoup de choses, un assemblage. On voit quand même une grosse détérioration après la fameuse nuit des beepers, où Emmanuel Macron a oublié de préciser que le Hezbollah était partie prenante quand même. C'était une organisation terroriste qui menaçait le Liban, etc. Et puis le ton a peu à peu durci. Ce qu'on peut expliquer par beaucoup de choses, par la volonté d'Emmanuel Macron de se positionner en médiateur régional, soi-disant impartial, plaire plus à l'opinion publique française. On va y revenir, on va voir des sondages qui expliquent qu'en fait, finalement, plus le temps passe, plus l'opinion publique est favorable à des sanctions contre Israël. On peut expliquer ça aussi à peut-être des intérêts diplomatiques et je dirais même plutôt d'image internationale, peut-être essayer de se positionner par rapport à Donald Trump. En tout cas, je voudrais quand même rappeler que la politique arabe de la France, qui a commencé en 67, n'a pas mis la France au centre de la diplomatie régionale. Donc en fait, on va réessayer de faire la même chose en espérant les mêmes résultats dans un Moyen-Orient complètement différent. Léa, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste finalement à un réalignement stratégique de la diplomatie française au Moyen-Orient ? C'est une bonne question et j'ai pas une réponse claire encore une fois là-dessus. Est-ce que c'est un réalignement stratégique ? Je pense que c'est Emmanuel Macron qui essaye en fait de réaffirmer une certaine position française au Moyen-Orient. Donc encore une fois, ça, on peut parler d'intérêts diplomatiques, on peut parler du Qatar, on peut parler des Émirats, on peut parler de l'Arabie Saoudite et on peut parler aussi du fait que l'Europe cherche sa voie. Et que de la même façon que l'Europe est très claire, par exemple, ou presque très claire sur la Russie, Emmanuel Macron a fait une sorte de parallèle en fait entre la Russie en Occident, enfin dans un conflit occidental, et Israël dans un conflit moyen-oriental. Sauf que cette politique, en fait, elle n'est pas vraiment cohérente. Elle aurait pu être cohérente. Il faut le dire. Si, par exemple, Emmanuel Macron avait poursuivi son idée du début de la guerre, vous vous souvenez, il voulait faire une coalition internationale contre le Hamas. Si il avait fait des pas hyper précis contre l'UNRWA. Si, par exemple, il avait mis en marche un processus pour être sûr que l'aide humanitaire ne tombe pas dans les mains du Hamas, comme ils ont su le faire, par exemple, en Ukraine. Qu'on soit sûr, par exemple, que l'autorité palestinienne passe par cette revitalisation dont tout le monde parle.
Sauf que ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron conditionne par exemple la reconnaissance d'un État palestinien. Il dit d'autres États musulmans et arabes vont reconnaître Israël. Mais bon, qu'est-ce que c'est que cette reconnaissance? Si c'était suffisant de dire on reconnaît Israël il y a 20 ans, on n'est plus en 2000. Aujourd'hui, on est après les accords d'Abraham. Aujourd'hui, une normalisation ou une reconnaissance, elle veut dire beaucoup plus que juste dire ouais, ok, on reconnaît l'existence de l'État d'Israël. Mais est-ce qu'Israël a besoin d'une reconnaissance sur le papier? Je ne suis pas sûre. Donc en fait, on a une sorte de... C'est comme si cette histoire, je pense souvent au fait que je pense que quelque part pour la France, Israël reste en fait une aberration géopolitique, une erreur géopolitique, et que toute cette pression internationale fait qu'aujourd'hui la voix d'Emmanuel Macron, elle choque pas en fait. Donc c'est vrai que, donc je continue, c'est vrai que pour cette conférence, il dit oui, désarmer le Hamas, libérer les otages et la reconnaissance viendra en contrepartie. Mais le Hamas ne sent pas énormément de pression sur lui. C'est une des raisons pour laquelle il peut encore négocier 18 mois après. Alors, Léa Landman, la France, on a l'impression qu'elle veut mener la position de l'Union européenne face au Moyen-Orient et en Israël. Mais l'Allemagne, par exemple, a encore affirmé aujourd'hui que ce n'est pas le moment de reconnaître un État palestinien, que ce serait même une erreur de le faire maintenant. Il y a finalement un grand désaccord entre ces deux pays leaders de l'Union européenne. Oui, alors c'est exactement ça. Donc il y a une grande différence entre les deux pays. La France veut commencer un mouvement puisque vous avez d'autres pays qui vont s'aligner derrière la France. On va voir l'Espagne, on va avoir probablement Bruxelles, mais il y aura d'autres pays donc qui vont s'aligner derrière cette volonté de reconnaissance unilatérale. Mais ce ne sera pas une reconnaissance européenne. Donc en fait, si l'idée c'est de dire on a 194 maintenant pays qui vont reconnaître un État palestinien, ok, mais au-delà de la déclaration, c'est-à-dire que cette reconnaissance unilatérale qui est en plus présentée n'importe comment en parlant de processus de paix, c'est pas vrai, il n'y a pas un processus de paix qui est mis en place. Donc encore une fois, on aurait pu parler d'un moment pertinent pour une reconnaissance d'un État palestinien. Encore une fois, unilatéralement, je vois pas du tout ce que ça vaut, mais pas quand le seul acteur à qui on demande en fait de faire ces efforts, c'est Israël. Maintenant, je comprends la position d'Emmanuel Macron quand l'opinion publique est tellement favorable en fait à des sanctions contre Israël. Parce que l'opinion publique, je peux vous citer un baromètre politique, un sondage d'opinion qui a été publié par Public Sénat hyper rapidement. 74% des sondés se déclarent favorables à des sanctions. Une position à 95% soutenue par des sympathisants de la France Insoumise et du Parti Socialiste, 82% chez les sympathisants des écologistes et de Renaissance, quand même. Consensus un peu moins fort à droite et extrême droite, mais quand même avec des chiffres comme 65% et 59%. Donc, il faut le dire quand même, la majorité des Françaises soutiennent des sanctions. Mais des sanctions qui sont complètement détachées de tout le reste, en fait, elles ne veulent rien dire. Donc, on est quoi? En fait, on est dans la déclaration. Mais cette déclaration, elle va faire que enflammer. On voit bien la réaction des Israéliens. Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Allez, c'est le moment de retrouver le zoom-in de la semaine. Le mois des fiertés a commencé. La Gay Pride se tient en ce moment même à Jérusalem, une marche plus revendicative pour les droits de la communauté LGBT. Le 13 juin, ce sera au tour de Tel Aviv d'accueillir l'événement. La ville blanche est connue à travers le monde pour être l'une des plus gay-friendly au monde. Et pourtant, en Occident, au sein même de la communauté LGBT, il y a des voix trop nombreuses qui se sont positionnées contre Israël, et notamment l'association Queer for Palestine, Déborah Benayoun. Sur Instagram, le mouvement Queers for Palestine se présente comme des queers engagés dans la lutte pour un monde juste, débarrassé du colonialisme, du sionisme et du capitalisme. Le groupe affirme se battre pour la liberté des Palestiniens. Un objectif qui semble complexe et qui a suscité de nombreuses critiques, voire moqueries, puisque les territoires palestiniens se classent au 147e rang en termes de droits LGBTQ, selon l'indice mondial de l'égalité. En effet, ces droits sont quasiment inexistants dans le monde musulman, y compris dans les territoires palestiniens. À Gaza, l'homosexualité est illégale et la peine encourue est la mort.
La guerre contre le Hamas fait ressortir la complexité des relations entre les LGBT qui soutiennent Israël et la communauté gay au sens plus large. Des juifs gays ont notamment déclaré que le discours avait changé du tout au tout depuis le 7 octobre. Au lieu de la notion d'inclusion, le discours s'est concentré sur des prises de position personnelles au sujet d'Israël et de la Palestine, sans tenir compte de l'impact qu'elles auraient sur notre communauté et en particulier sur les nombreux juifs qui la composent. À tel point que certains se sont sentis rejetés par leur propre communauté. Pour d'autres, il s'agit surtout d'une méconnaissance absolue du statut des homosexuels dans la région. Le sujet est en tout cas brûlant. En France, l'affiche de la Marche des Fiertés de cette année a suscité nombre de critiques. On y voit notamment une jeune femme voilée ou encore une autre plus âgée portant un sac aux couleurs du drapeau palestinien. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, dit refuser d'être associée à cette affiche et a demandé le retrait de son logo. Enfin, l'association Bet Haverim, définie comme un groupe juif LGBT+ de France, parle d'un visuel clivant et d'une menace pour l'unité et la sécurité du mouvement. On l'a dit, il n'est pas facile d'être membre de la communauté LGBT, c'est encore plus compliqué lorsqu'on est juif ou pro-israélien. Lucas Albotia en sait quelque chose. Bonsoir Lucas. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Vous êtes donc un activiste LGBT, vous êtes exilé géorgien, exilé en Belgique, vous êtes aussi pro-israélien, on va y revenir, ça fait beaucoup pour une seule personne, j'ai envie de dire. Et on va commencer par cette agression homophobe dont vous avez été victime dans les transports en commun il y a quelque temps. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il s'est passé ? À Bruxelles, malheureusement, l'homophobie continue à augmenter. J'étais avec mon ami dans un bus où 2 personnes est montées sur le bus qui m'a demandé si on était des gays. On a répondu oui. Et après ça, on a reçu des coups et on a été agressé par ces 2 personnes. Malheureusement, justement parce qu'on a répondu que oui, on était homosexuel. Et ça montre aussi qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'homophobie aussi. Effectivement, comme un peu partout, mais effectivement, il y a sans doute des zones en Belgique, à Bruxelles, où il est plus difficile de pouvoir vivre librement. Est-ce que vous avez aussi connu une prise à partie pour votre position pro-israélienne? Il faut le dire, vous êtes positionné très clairement, et notamment en tant que membre de la communauté gay, en faveur d'Israël, puisqu'on sait quel est le sort réservé aux homosexuels dans les territoires palestiniens. Le 30 mai, il y a quelques jours, en fait, j'ai été invité dans un événement pro-LGBT, dans un événement où on doit visibiliser la communauté LGBT. Et dans cet endroit-là, j'ai été convoqué par des membres de staff qui m'a demandé de quitter le lieu, qui m'a en fait dit que j'étais un agent d'Israël, que j'ai diffusé la propagande israélienne. Et en fait, on a été accusé de sionistes, des choses comme ça. Et j'ai dû quitter place violemment, malheureusement, parce que je défendais l'opposition de 2 États aussi. J'ai expliqué que je soutenais aussi la Palestine, mais en fait, si on débarrassait Hamas dans cette région, et aussi, en fait, je voulais un avenir démocratique pour les Palestiniens, mais ils ont refusé, ils ont dit qu'ils n'étaient pas pour 2 États, ils ont dit qu'ils étaient pour Free Palestine, pour la résistance, et j'ai demandé s'ils étaient pro-Hamas, ils ont dit que oui, ils étaient pro-résistance, et en fait, dans la communauté LGBT, malheureusement, aujourd'hui, il y a des extrémistes de gauche qui prennent et qui monopolisent cette lutte contre l'homophobie, et en fait, ils sont en train de nous expliquer qu'à Bruxelles, aujourd'hui, il n'y a pas de problème par rapport à l'homophobie, mais il y a des problèmes d'Israël, des problèmes de sionisme, etc. Et dans cette soirée-là où je suis parti en tant qu'homosexuel, j'ai été expulsé à cause de mes opinions. J'ai été expulsé parce qu'ils m'ont appelé que j'étais sioniste. Et après, dehors, quand on est sorti, on a été jeté des pierres, on a été poursuivis dans les rues de Bruxelles. Et on a été menacé de mort aussi dans cet établissement. Ils nous ont dit, si je veux en fait vivre, il faut que je dégage de cette place si j'ai pas envie de me faire tuer. Malheureusement, à Bruxelles, beaucoup de personnes dans la communauté LGBT ne reçoivent pas des informations correctement. Il y a beaucoup de propagande qui circule dans ma communauté parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit dans les médias des fake news par rapport à Israël, et après, dans quelques jours, ces médias-là excusent qu'ils ont diffusé le propagande, ils ont diffusé des fake news, et malheureusement, à cause de ça, dans la communauté LGBT, en fait,
il y a beaucoup de personnes qui écoutent que la propagande et qui n'écoutent pas l'information vraie ou l'information qu'on doit justifier ou on doit vérifier si c'est vrai ou pas. D'autant qu'il serait mieux à Tel Aviv pendant la Gay Pride plutôt qu'à Ramallah ou à Gaza City. Une dernière question. Lucas, ces agressions, est-ce qu'elles remettent un peu en question votre engagement ou au contraire ça renforce votre envie de militer pour qu'on entende la voix d'Israël notamment? Je ne suis pas juif et j'ai vu avec mes propres yeux qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que représente aujourd'hui l'antisionisme à Bruxelles. Je remarque que l'antisionisme est déguisé, en fait l'antisémitisme est déguisé en antisionisme. Et pour moi, cette agression est devenue en fait une motivation pour continuer à lutter contre l'antisémitisme, à soutenir Israël dans cet conflit existentiel parce que on voit bien que Israël est attaqué de partout en fait par des pays qui sont autoritaires, terroristes, des régimes terroristes veulent détruire Israël et aussi à Bruxelles je remarque qu'il y a des manifestants pro-Hamas qui circulent et qui font des manifestations devant la grande synagogue de Bruxelles. Je vois qu'en fait ils sont en train de scander des mots comme From the river to the sea, Palestine will be free. C'est une vision génocidaire et directement cet conflit en fait est devenu l'essence pour des personnes antisémites à Bruxelles, pour attaquer les Juifs, pour attaquer des personnes qui soutiennent l'État d'Israël, la seule démocratie au Moyen-Orient. Et après cette agression, moi personnellement, je ne compte pas d'arrêter. Je préfère de continuer à lutter de plus en plus contre l'antisémitisme et contre des personnes qui veulent la destruction d'Israël. Merci beaucoup en tout cas Lucas Albossi, à la fois pour votre combat évidemment et pour avoir accepté de témoigner sur i24 News. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, il est temps de retrouver le grand angle du débrief et je vous promets que cette fois, cela va nous faire du bien. On parle bébé et naissance dans le débrief. En temps normal, les Israéliens font plus d'enfants qu'ailleurs et depuis le début de la guerre, on assiste à une hausse des naissances comme si la vie devait triompher malgré tout. Déborah Benayoun est partie à la rencontre d'un couple qui a fait le choix d'avoir un bébé maintenant alors que la situation sécuritaire est loin d'être idéale. Regardez. Ce petit garçon, c'est Avi, 9 mois, né en août 2024. Sa venue au monde est loin d'être due au hasard. Au contraire, elle était mûrement réfléchie. C'est au cœur de la guerre que ses parents ont décidé qu'il était temps de faire un enfant. Nous, ça faisait 3 ans qu'on était mariés. On savait qu'on voulait un enfant, mais on n'était pas vraiment prêts encore à sauter le pas. On repoussait chaque année, on se disait non, encore un an de plaisir, de kiff, encore un an de voyage, voilà. Et c'est vrai que quand il y a eu la guerre, on s'est dit il faut plus repousser. Il faut qu'on apporte un bébé en fait maintenant. Il faut apporter de la lumière, il faut apporter de la joie. Il y a une idée simple, je pense, qui est un truc cosmique il y a eu tellement de morts qu'il y avait besoin de vie. Ouais. Et de remplacer, de combler ce trou de tous ceux qui sont partis par une présence. Choisir la vie, une évidence, presque une mission pour participer à l'effort national. Comme la famille Kimron, de nombreux Israéliens ont décidé d'avoir un enfant en cette période pourtant si compliquée pour le pays. Selon les derniers chiffres publiés en début d'année 2025, le nombre de naissances est passé de 172 500 en 2023 à 181 000 en 2024. Et la tendance à la hausse semble déjà se confirmer sur les premiers mois de 2025. On l'a constaté quasiment pas au tout début de la guerre, les 4 premiers mois, il y a eu une sorte de descente et après quelques mois, on a vu une augmentation. Au départ, on pensait que c'était une augmentation qui était due au nord du pays ou au sud du pays, des femmes enceintes qui bien entendu ne pouvaient pas accoucher à Rambam par exemple ou bien à Soroka ou qui préféraient venir dans le centre, mais on voit de plus en plus maintenant que même les hôpitaux dans le nord et dans le sud du pays sont revenus à une fonction normale, on voit quand même une augmentation du nombre de naissances à laquelle on ne s'attendait pas forcément. On fait partie d'un phénomène général. Ouais, je crois qu'entre juin
et septembre en Israël, rien qu'en Israël, j'ai au moins 8 amis en même temps que moi qui étaient enceintes, dont plusieurs hyper rapprochés. On est 4 à avoir donné naissance entre août et septembre. Vraiment, on a passé notre congé mat ensemble. On est allé aux mêmes activités d'éveil pour bébés. Et pendant que les jeunes mamans s'occupent des enfants, les papas, eux, partent défendre le pays à Gaza ou encore au Liban. Puis rentrent et décident d'agrandir la famille. On a une amie dont le mari est rentré de Milouim. Au tout début de la guerre, il a fait la période de 2 mois de Milouim et il est rentré et elle est tombée enceinte à ce moment-là. Et je crois que dans leur unité, Nico, tous, ils ont mis enceinte leur femme. Un grand besoin de vie. Et donc dans l'unité de notre amie, du mari de notre amie, il y a eu beaucoup de bébés qui sont nés de cette vague aussi. Ils les appellent les bébés du premier retour. Et puis là, maintenant qu'on en est beaucoup de copains qui s'en sont à plus de 400 jours, il y a déjà les bébés du 2e retour, du 3e, le phénomène ne cesse pas. On a assisté à des scènes, on assiste encore à des scènes de pères qui sortent au dernier moment des Milouim pour pouvoir venir à l'accouchement, même qui ratent l'accouchement. Ou plus triste, des mamans qui n'ont pas leur mari avec eux. Bien entendu, dès le début, dès qu'elles rentrent aux urgences, on le sait, on les accompagne. Avec ces périodes de réserve à répétition viennent les défis à relever pour les mamans. Quelques mois seulement après la naissance d'Avi, Nitaï a lui aussi été appelé en Judée-Samarie. Et même si Tatiana trouvait normal que son mari participe à l'effort de guerre, ces 2 mois passés seuls avec son fils ont été compliqués. Je m'étais pas préparée à l'idée que j'allais être en Israël seule pour élever mon bébé. J'imaginais pas que Nico ou Nitaï ne puissent ne pas être là à mes côtés pendant aussi longtemps. Sans aide de ma famille, avec un peu d'aide de ma belle famille, mais c'est différent d'être seule en fait pour élever un bébé que d'être en couple. Déjà que d'avoir un bébé normal, en temps normal, c'est d'avoir des angoisses. Mais alors en plus avec un mari au front, c'est des angoisses existentielles. Les hôpitaux ont d'ailleurs dû s'adapter. À Ichilov, par exemple, il a fallu ouvrir un 3e département, à la fois pour accueillir les déplacés du sud et du nord au début de la guerre, mais aussi en raison de l'augmentation des naissances. Nous, à Tel Aviv, on a un hôpital dans Tel Aviv, mais on donne un service à tout ce qui est autour. Donc on voit toutes les tranches de la population, de la société, etc. Et l'impression, c'est juste une impression, que c'est une augmentation des naissances dans toutes les tranches de la société. Pas juste chez les Haredim, pas juste chez ceux qui font l'armée, pas juste dans toutes les tranches de la société pour l'instant. Difficile de savoir combien de temps ce baby-boom va durer. Mais chez les Kimron, on commence à réfléchir à la suite. Je pense que je suis déjà au suivant. C'est vraiment un débat constant. Parce que on est d'accord qu'il y aura un suivant. Ouais, on est d'accord, mais par contre on ne sait pas quand. Avi pourrait donc accueillir dans le futur un petit frère ou une petite sœur. Voilà, le petit Avi avec ses parents, avec moi en plateau, celle qui vous a apporté ce reportage et ce témoignage, Déborah Benayoun, bonsoir. Bonsoir Méry. Ainsi que le docteur Jonathan Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue, obstétricien, spécialiste en fertilité. Ma première question, elle va aller vers vous. Vous avez vu donc dans ce reportage, ce jeune couple dit que beaucoup d'amis autour ont eu des enfants très récemment. Le gynécologue obstétricien de l'hôpital Ichilov dit aussi avoir constaté, sans avoir de chiffres, mais avoir constaté une certaine hausse. Est-ce que vous aussi, parmi votre patientèle, vous avez vu, alors évidemment c'est l'aide à la procréation médicalement assistée, c'est l'aide pour avoir des enfants, est-ce que vous avez aussi noté peut-être une hausse des demandes ? Moi je dirais que cette famille, ça reflète vraiment l'état d'esprit de la société israélienne, c'est-à-dire malgré la lourdeur de cette guerre qui dure longtemps et qui termine pas, la réaction de la société israélienne, c'est pas d'arrêter de faire des enfants, au contraire, c'est de vouloir toujours plus d'enfants et de répondre en fait par la vie, l'envie d'avoir des enfants et plus d'enfants, et c'est une sorte de réaction en fait, une réaction positive, c'est le contraire de ce qu'on pourrait imaginer à l'extérieur, et oui, ça se voit tout à fait. Enfin, je veux dire, tout le monde, toutes les femmes et tous les couples veulent des enfants, et ça ne s'est pas
pas du tout arrêté. C'est le contraire, ça augmente. Oui, je dirais que si j'avais 30 ans, peut-être que je m'y mettrais pour un 4e. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est déjà trop tard. Alors, Déborah, donc vous avez mené cette enquête, vous avez rencontré ce couple, vous avez été à la maternité de Ichilov. Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes de tournage à nous confier? Alors, Myriam, déjà, je voulais commencer par remercier les personnes qui nous ont accueillis pour ce reportage. Déjà, le couple, la famille Kimron et le petit Avi aussi, qui nous ont accueillis dans leur maison, dans leur intimité. C'était extrêmement rafraîchissant. D'ailleurs, j'ai discuté encore aujourd'hui avec la caméra-woman qui m'a accompagnée. Elle était aussi très très émue parce que c'était vraiment un moment très agréable, un peu hors du temps pendant cette matinée. Donc déjà, je voulais les remercier. Aussi, l'équipe de l'hôpital Ichilov qui nous a accueillis, le docteur Attali. Et évidemment, effectivement, quand on est en tournage, vous le savez vous-même, eh bien, on ne peut pas toujours tout mettre dans le reportage. Des fois, il y a un peu de frustration. Alors, je peux vous donner quand même une petite anecdote que vous n'avez pas entendue. Mais donc, pourquoi le petit garçon s'appelle Avi? Eh bien, Avi, c'est le diminutif d'Avraham. Ils nous ont expliqué, les parents, qu'ils ont décidé de l'appeler Avraham parce que c'est tout simplement le premier hébreu de la famille. C'est comme ça qu'ils l'ont... Le premier qui est né en Israël, voilà, finalement. Ils ont vraiment parlé du premier hébreu parce que c'est le premier de leur famille qui est né en Israël, puisque eux sont originaires de France tous les deux. Donc ça, c'est son prénom, Avi. Et puis, ils sont même allés encore plus loin parce qu'en fait, son deuxième prénom, c'est Zeev. Zeev comme Jabotinsky. Alors, évidemment, on est vraiment sur une famille très sioniste et ils le montrent encore à travers les prénoms, les 2 premiers prénoms de leur petit garçon, Avi. Donc, on voit bien que ça a été poussé très loin. On a trouvé le symbole plutôt sympathique pour une famille franco-israélienne. Effectivement. Alors à un moment, le papa Netaï aborde la question de la peur. Hein, il le dit, hein, c'est la guerre quand même, des craintes qu'ils ont pu ressentir. Qu'est-ce qu'ils ont confié, vous ont confié? Alors, ils nous l'ont dit, hein, c'est quand même pas anodin d'avoir un bébé déjà en temps normal et en temps de guerre. Eh bien, les craintes sont décuplées. Nitaï, il est en Israël depuis une vingtaine d'années. Tatiana, ça fait entre guillemets seulement 7 ans. Alors c'est déjà pas mal, mais elle n'a pas fait l'armée, contrairement donc à Nitaï. Alors on a aussi cherché à savoir, par exemple, comment elle réagit en tant que maman d'un Israélien qui potentiellement dans 18 ans va lui aussi devoir faire l'armée. Alors on espère qu'il n'y aura plus de guerre d'ici là, mais on ne peut pas vraiment le savoir pour le moment. Alors et justement, elle nous a confié qu'elle était très stressée sur ce sujet pendant sa grossesse. Elle nous a dit qu'elle ne voulait pas que Avi soit combattant comme son papa. Elle nous a dit qu'elle n'aura probablement pas le choix. En tout cas, elle ne pourra pas choisir. Hein. D'ailleurs, Nitaï lui-même l'a ajouté. Mais on voit quand même déjà que les mamans anticipent. Elles pensent déjà à tout ce que ça implique d'avoir un enfant qui arrive dans le monde dans cette période de guerre. On va continuer à en parler, mais tout d'abord, justement, avec vous, Déborah, et Pierrick Israël, notre chef d'édition qui est derrière la caméra, on s'est demandé si on pouvait concrètement parler d'un baby-boom en Israël. Nous avons posé la question à 2 spécialistes, sociologues et démographes. Voici leur réponse. Nous considérons un phénomène comme un baby boom quand en fin de compte les familles sont plus grandes. Donc quand la femme, du point de vue de la femme, quand la femme a 50 ans, elle termine sa carrière, disons, de maternité. Il n'y a plus d'accouchement par rapport aux femmes qui ont commencé auparavant dans la génération précédente. Mais là, c'est pas sûr que ce soit ça l'intention. Il y a un autre phénomène, je n'ai pas dit que c'était moins intéressant, que dans certaines périodes, on préfère repousser les mariages et les naissances, ou les naissances. On n'y renonce pas si le même événement qui fait qu'on retarde ne dure pas trop longtemps, il reste suffisamment de temps pour compléter ce qui manque. Et par exemple, alors après une guerre, on voit par exemple une augmentation des mariages et une augmentation des débuts de grossesse. Mais c'est pas là ce qui s'est passé. Si nous regardons nos données, nous voyons qu'en tout, il y a des mouvements chaque année, chaque mois. Après le coronavirus, il y a eu une croissance importante, après ça a baissé. Pour cette dernière année, par exemple en 2024, durant les mois d'été de 2024, ça a été le plus bas de toute la période des 6 dernières années. Et donc, quel baby boom voit-on? C'est vrai qu'au mois d'octobre, décembre 2024 et même en janvier 2025, les données étaient parmi les plus élevées des 6 dernières années, mais ensuite on a rabaissé à des données très proches de la moyenne multi-annuelle. Pour conclure, le nombre de naissances avec tous les changements mensuels est tout à fait stable ces 6 dernières années, mais la population a cru de 10 à 15%.
Donc le même nombre de naissances par rapport à une plus grande population, ça veut dire que le taux de naissance baisse. Et donc je ne vois pas ici concrètement de baby boom quelconque. La question principale pour l'avenir est la suivante. De quoi aura l'air l'économie israélienne dans les 5 prochaines années? De quoi aura l'air l'optimisme de la société israélienne dans les 5 prochaines années? Et pour cela, et on ne peut pas être prophète, et certainement pas moi, je ne peux pas vous le dire, mais je peux présenter 2 scénarios. Si tout va bien, il y aura plus d'enfants. Si ça va moins bien, il n'y aura pas d'enfants. C'est logique, si tout va bien, il y aura des enfants. Si ça va mal, il n'y aura pas d'enfants. Quoiqu'en Israël, la moyenne est quand même bien plus élevée que dans le reste des pays de l'OCDE, avec une moyenne de 2,9 enfants par femme, ce qui est énorme. Parfois, en Italie ou en France, on a même du mal à dépasser le 1. Donc, c'est compliqué. Alors, docteur Jonathan Cohen, on l'a dit, vous êtes spécialiste en fertilité. Vous venez en aide donc aux couples qui veulent avoir un enfant, qui ont des difficultés. Cette situation de guerre avec les réserves que doivent faire beaucoup d'hommes finalement et de maris, donc de conjoints, ça pose parfois de problèmes, non, en termes de calendrier, parce qu'il y a des traitements et des étapes qui doivent être faits à des moments très particuliers et très précis. Comment on fait quand le mari n'est pas là ? C'est impressionnant de voir comment les couples s'adaptent, comment les femmes gèrent les calendriers et les maris aussi. Ils vont s'arranger pour avoir des permissions de la base. Il y a beaucoup de couples dont le mari est réserviste, il est en midwife, mais il n'est pas là. Mais il y a des moments où on a besoin de lui pour qu'il puisse y avoir une fécondation, que ce soit des techniques naturelles ou des techniques de fécondation in vitro. Et honnêtement, dans quasiment la totalité des cas, ils arrivent à s'arranger. Mais simplement, ils me demandent, le stress commence à venir 10, 8 jours avant le moment où on a besoin. Dites-nous exactement quel jour on aura besoin. Je dis, je peux pas encore dire, mais on va bientôt pouvoir vous le dire. Et au moment, mais du coup, moi, on essaie d'arranger le maximum et ils arrivent quand même à se débrouiller et à venir au bon moment en demandant des permissions, avec des courriers. Et c'est impressionnant de voir l'organisation. Ça les stresse pas. Au contraire, ils répondent à cette situation difficile par une organisation supérieure. Et on est là pour les aider. Mais moi, je trouve ces couples impressionnants d'organisation et de résilience aussi, peut-être. Le mari qui est au front, qui fait la guerre, et au final il a dans l'esprit l'enfant qui va être créé, on va dire ça comme ça, qui va naître bientôt. Justement, est-ce qu'avec cette période de guerre, est-ce qu'il y a une prise en charge différente des futures mamans ou même des jeunes couples ? C'est principalement ça. C'est principalement ce que vous avez dit, les problèmes de timing. Voilà, il faut les prendre en considération. Il faut absolument écouter le timing des gens, comprendre vraiment la vie, l'organisation et s'adapter à eux, puisque effectivement, ce sont des moments. Déjà, la situation d'infertilité, c'est une situation stressante, mais en plus, quand on doit faire avec le timing de la guerre, c'est encore plus stressant. Donc, il faut être accompagné le plus possible, être très présent, répondre le plus possible aux messages, au WhatsApp, et faire le maximum pour faciliter ce parcours qui est doublement difficile. Et avec tout ça, il y a des alertes aussi. J'imagine que ça aussi, il faut gérer. Oui. Mais bon, c'est un petit peu comme dans l'ensemble de la société. Les alertes, tout le monde va à l'abri, et puis après reprend sa vie normale. C'est vrai que c'est impressionnant, en fait, ce rebond, ce positivisme. C'est très impressionnant. Alors Déborah, on a parlé des craintes des jeunes parents, des futures mamans, mais les médecins et le personnel médical vivent aussi cette période. Vous les avez rencontrés, vous leur avez parlé. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? On a rencontré donc ce médecin à l'hôpital Ichilov qui est directement confronté à ces accouchements en période de guerre. Il est confronté à cette réalité de la guerre, des mamans qui viennent accoucher seules, ou alors parce que leur mari est en période de réserve, ou alors parce qu'elles ont perdu leur mari. Il nous a parlé de ces familles aussi déplacées au début de la guerre, donc du nord ou du sud, qui ne pouvaient pas rentrer chez elles. Donc c'est aussi une adaptation en termes d'hospitalisation pour ces mamans-là. Et malgré tout cela, il y a quand même énormément d'optimisme qui se dégage. Quand on a discuté avec ce médecin, il nous a dit lui-même que, en fait, il était très ému. Finalement, il se rendait compte qu'il vivait quelque chose d'assez unique dans sa journée, que finalement, il regardait les informations, que c'était assez anxiogène, qu'on avait l'impression que la situation était très difficile. Et finalement, lui, il était content d'aller travailler à l'hôpital parce qu'il savait qu'il allait permettre que la vie continue. Donc finalement, il y a des craintes et il y a aussi des difficultés au quotidien. Il nous a dit aussi qu'il y avait des missiles aussi bien à Tel Aviv qu'ailleurs. Et il a fallu aussi que les hôpitaux s'adaptent, notamment des espaces en souterrain. On le sait dans le nord, mais c'est aussi le cas à Ichilov, par exemple. Il a fallu adapter donc les soins, adapter les espaces pour accueillir les patients, les mamans. Mais
il y a quand même énormément d'optimisme qui se dégage. D'ailleurs, la famille Kimron, quand on les a rencontrés, ils nous ont dit que malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, ils sont très heureux et que si c'était à refaire, ils n'hésiteraient pas un instant. La différence entre ceux qui tombent enceintes naturellement et ceux qui font appel à vous, docteur, c'est que là, il y a un projet évidemment qu'il faut mener à bien. Ça demande des efforts, ça demande une détermination aussi. Et il n'y a pas de baisse de la détermination avec la guerre, ou peut-être au contraire même, ça donne plus envie encore. Déjà, on aurait pu imaginer, du point de vue des couples et cette baisse, mais surtout, on aurait pu imaginer que les services hospitaliers se seraient dit, les services de fécondation in vitro, c'est pas important en temps de guerre, on va fermer, on va garder le personnel pour autre chose. Mais c'est absolument pas le cas. Je me rappelle même au tout début de la guerre, les services étaient pleins. Ça travaille tout le temps. Pendant les alertes, ça travaille tout le temps. Par exemple, si la salle de FIV est au -1, on va pas arrêter une ponction d'ovocytes pendant une alerte. Il y a une alerte, on le voit sur le portable, mais on continue à travailler. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'à l'hôpital, comme vous le savez, il y a aussi un mélange. Il y a beaucoup de soignants qui sont arabes et beaucoup de soignants qui sont juifs, des patients arabes, des patients juifs, des patients bédouins. Et comme si de rien n'était. C'est assez étonnant d'ailleurs. J'aimerais beaucoup que les sociologues travaillent là-dessus parce que l'ambiance en période de guerre, la coexistence entre les Arabes et les Juifs en milieu hospitalier, c'est très étrange. Je trouve un petit peu un non-dit, mais en tout cas, ça bosse. Et voilà, donc je me rappelle très bien, là, récemment, la dernière fois qu'il y a eu un missile qui est tombé du Yémen sur l'aéroport de Ben Gurion, on venait de terminer une ponction d'ovocytes. Du coup, la patiente, elle était sur le lit, on ne pouvait pas descendre à l'abri. On est resté 2 ou 3 avec elle, le mari est parti à l'abri. Mais je sais pas, il n'y avait pas de panique. On a attendu et c'était juste après la ponction. Du coup, elle s'en souviendra toute sa vie et j'espère qu'elle sera enceinte. Mais c'est incroyable de voir comme ça continue. La fertilité n'est pas du tout le parent pauvre de la médecine ici. Ça bosse. Contrairement à d'autres pays, en Israël, en tout cas, c'est la vie qui prime sur tout le reste. En tout cas, merci beaucoup, docteur Cohen. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. C'était un plaisir de parler bébé et un peu de la guerre, mais quand même de choses beaucoup plus joyeuses, un peu rose bonbon. Merci beaucoup. C'est la fin de votre débrief. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. La semaine prochaine, le grand angle sera consacré aux Druzes d'Israël avec un reportage dans l'une des plus grandes villes druzes du pays. En attendant, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bonne soirée sur i24 News.